Ngetalupe ningeni nguriani ya dingala la foi. Ngetalupe ningeni nguriani ya dingala la foi. Ngetalupe ningeni nguriani ya dingala la foi. Ngeti isakata temocheto ngachitabangu ya bantu. Ngeti isakata temocheto ngachitabangu ya bantu. Ngebu waja ya menom yange wasweka kunsosofula. Ngebu waja ya menom yange wasweka kunsosofula. Ngebu waja ya menom yange wasweka kunsosofula. Safari wetu kasumba Mombasa, tulifanya fuga vizuri sana. Safari wetu kasumba Mombasa, tulifanya fuga vizuri sana. Bring my African Eagle Captain Roma Unite Suba Komana Nikona Ambato Bizan Naimba Sesayo. Bring my African Eagle Captain Roma Unite Suba Komana Nikona Ambato Bizan Naimba Sesayo. Naimba Sesayo. Naimba Sesayo. Aman Kumule Sanaso. 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 Aman Teka Hehehe. 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 Vous conviendrez avec moi qu'un chef d'État est obligé, n'est-ce pas, de se soumettre à certaines obligations, c'est-à-dire la vie privée du chef d'État n'est plus la même que la vie d'un autre citoyen, c'est-à-dire il n'a plus à se permettre certaines, comment dirais-je, certains privilèges, n'est-ce pas? Je dirais, je ne pourrais pas aller danser dans les bars, c'est fini. Je suis obligé, n'est-ce pas, de vivre la vie du responsable pour pouvoir donner l'exemple, n'est-ce pas? Marquez pas, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Marquez pas, et 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades wine. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de fichier mon ami. J'ai tué français, j'ai tué allemand, j'ai tué anglais. Moi j'ai tué Tchécoslovaque qui marquerait pas. Et 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Marquerait pas. Et 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Quand vient dans la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand vient dans la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand la balle siffle,
il n'y a pas de choisir. Si tu fais pas Michangi, mon chéri, oh, il est cadavéré. Avec les coups de matraque, tout à coup, patatras, cadavéré. Ta femme est cadavérée, ta mère est cadavérée, ton grand-père est cadavéré, ton père est cadavéré. Osaka, Sangali, Pola. 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 Wajonwa, Madibu, Kaya, Futiae. Tolisi, Ludima, Kimongo, Kimongo. Osejo, Jipenye, Mayoko. Sikuti, Komono. Sana, Mama, Mana. Majingu, Shaka, Okosongo. En 77, j'ai 13 ans, hein, donc, mais avec le recul, et je pense avoir une mémoire assez vive d'éléphant, comme je dirais, pour comprendre un peu le contexte de l'époque. 77, au collège, le Congo, c'est un pays relativement prospère, comme je le disais. J'ai eu la chance d'être dans une famille classique moyenne congolaise, un père fonctionnaire, une mère fonctionnaire. Donc, le climat économique et social d'un enfant de cet âge-là, on peut manger le matin, on a le petit déjeuner le matin, on mange à midi, on mange le soir. On ne sent pas véritablement un pays en difficulté. C'est vrai, comme dans tous les pays du monde, il y a des classes sociales, on va dire, relativement aisées, une classe moyenne, une classe en difficulté ou dans la précarité. Mais on ne le sent pas. Parce que ce n'est pas le Congo que j'ai connu, que je connais aujourd'hui, où on sortait une grande différence. Donc, le quartier où je suis, donc à Poto-Poto, on connaît, il y a une classe politique, avec des familles relativement aisées, et la classe moyenne. Donc, nous étions tous dans les collèges, dans les lycées publics, et au niveau de l'éducation, on avait comme référence même à cette époque-là des grands frères qui sont partis à l'étranger, dans les pays de l'Est ou en Europe occidentale, et on se battait à l'école pour suivre leur exemple. Avoir le bac et puis aller à l'étranger. Ça, c'est sur le plan éducatif. Mais ça découle tout simplement du fait que le président Mariam Gwabi, lorsqu'il arrive aux affaires, dans leur système de régime, on va dire socialisme scientifique, avait démocratisé quasiment l'école. Dans le sens que tous les élèves du Congo-Brazzaville devaient aller à l'école à un certain âge. Sur le plan, ça c'est le plan éducatif. Sur le plan social, 2 ans avant, et ça m'est resté véritablement. J'ai vu ma mère, parce que ma mère travaillait au CHU. J'ai vu ma mère très contente en rentrant de son boulot. Elle avait constaté qu'on avait augmenté les salaires. Parce qu'à l'époque, comme on travaillait au CHU, à l'époque on appelait hôpital général, il y avait un car qui venait les récupérer à chaque coin de la rue. Nous, c'était sur l'avenue de France, au niveau de la station-service. Donc, pour nous, adolescents, jeunes à l'époque, c'était aussi cela. C'est-à-dire que la fonction publique était la garantie d'un travail rémunéré et autres. Bayaya babeto vrebuzo bandoko benae. Abayaya babeto vrebuzo bandoko bena.
buwaya chimfumuko bonga kwe kufunda ni yaya abuwaya kudeta kwesa kumavula kwe kufunda ni yaya abayaya bebedo vrebuzo bandoko bena mpangi bamanisazo mukweteke na mukweteke. Le regard de l'adolescent que j'étais, c'est celui-là. Mais le regard de l'adulte et du politique que je suis devenu aujourd'hui, nous ne savions pas qu'à cette époque, le Congo était déjà dans des grandes difficultés socio-économiques qui ont découlé, enfin en tout cas ces difficultés, de ce que le régime du président Marien Ngouabi, déjà à partir des années 75, est en passe à une crise financière due à une gabégie, parce que on avait eu la chance d'avoir ces 21 milliards, soi-disant, du pétrole, parce qu'on a commencé à exploiter le pétrole, mais surtout du fait que la machine politique, c'est-à-dire le PCT, Parti État, avait quasiment paralysé le tissu économique. Donc, toutes les entreprises d'État étaient en train de péricliter, sinon avaient fermé la porte pour une gestion calamiteuse. À l'époque, c'est ce qu'on appelait le centralisme démocratique et la trilogie déterminante. La trilogie déterminante, c'était quoi? La co-responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parti, même dans les administrations, même dans les entreprises, celui qui était le chef du parti devrait avoir le dernier mot dans la gestion d'une entreprise. Et donc, lorsque vous donnez la gestion d'une entreprise, pas à des sachants, mais à l'économique, que le président Marien Ngouabi avait hérité de président Massamba Deba, était en train de péricliter. À l'époque de nos âges, nous étions des frimeurs. Nous étions dans l'ambiance qu'on pourrait appeler monopartiste. Les jeunes, beaucoup ne parlaient pas de politique. Or, les anciens savaient déjà que le climat politique était morose. Le président Marien Ngouabi, dans ces années 77, est en froid avec Elf Aquitaine. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, avec Elf Aquitaine, avec la France. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que là, nous sommes dans un contexte de guerre froide. N'oublions pas ça. Marien Ngouabi, c'est vraiment un pays qui était engagé dans la voie du socialisme. Et en cela, dans cette sous-région de l'Afrique centrale, nous étions un peu comme un pays avant-gardiste, qui a été d'ailleurs la base arrière des pays qui voulaient s'émanciper du côté de l'Afrique australe. Et donc nous avons milité, nous avons été très actifs pour la libération de la guerre de libération en Angola, qui a eu son indépendance, je crois, en 75. Et en cela, nous étions devenus, en tout cas le régime du président Marien Ngouabi, était devenu la cible de la France, qui craignait un peu le fait que Marien Ngouabi était en train d'exporter la révolution en Afrique centrale. Alors que le Gabon, la RDC, le Zaïre de l'époque étaient très proches des pays occidentaux. Alors, donc, les problématiques ont commencé à ce niveau-là. Et pour contraindre en fait Marien Ngouabi à changer de direction, mais sinon quasiment à pousser à la chute du régime du président Marien Ngouabi, la France a commencé comment dirais-je, à contribuer à la destruction d'un certain nombre d'unités de production, dans ce qu'on appelait les potasses des Hall. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut vous demander si vous êtes satisfait de l'entretien que vous avez eu avec le président Pompidou? Oui. Je dois dire que je suis satisfait. Les entretiens que j'ai eus avec le président Pompidou, parce que
toutes les questions que nous avons abordées ont, à mon avis, trouvé leur solution. Solution à court et à long terme. Je pense que vous nous en direz tout à l'heure, Monsieur le Président, à la conférence de presse. Alors je vous remercie. Effectivement, il nous reste quelques minutes seulement et je crois que vous aurez l'occasion de poser encore d'autres questions. Je suis à votre disposition, madame. Merci. Voilà, Monsieur le Président. Eh bien, merci, Monsieur Metier. Nous avions une usine de potasse à Pointe-Noire qui était devenue aussi une rente dans la machine budgétaire du Congo-Brazzaville. Et Paris a contribué à couler cette usine-là. Donc il y avait un conflit à ce niveau-là. Le deuxième conflit, c'était au niveau des FLEC de Cabinda, parce que le mouvement des FLEC qui revendiquait l'indépendance du Cabinda commençait à comment dirais-je, à pousser à des conflits au niveau de Pointe-Noire et contre le régime du président de Santos qui venait, Agostino Neto qui venait de s'installer. Et tertio, bien entendu, le président Marien Ngouabi, ça c'est très important à comprendre, avait compris que le pétrole du Congo qui commençait à être exploité, je crois que c'était le gisement d'Émeraude, on avait signé des contrats, on avait un partenariat avec Elf Aquitaine à l'époque, qui était très défavorable au Congo-Brazzaville. Nous avions comme source de financement, ressources financières, il y avait quoi? Il y avait les impôts que la société Elf Aquitaine la multinationale devait nous reverser, et surtout la redevance, qui était très faible, 12%. Et des deux sources, des taux de ressources financières, au niveau des impôts, Elf Aquitaine s'arrangeait toujours à être déficitaire, donc il ne payait pas les impôts, et la redevance était très faible. Donc le président Marien Ngouabi va s'atteler avec les experts algériens à l'époque, comme l'Algérie était un pays socialiste aussi, à faire en sorte que le Congo-Brazzaville puisse revisiter ses contrats avec Elf Aquitaine. Et c'est de cette manière-là que le président Boubedienne de l'époque va envoyer des experts pétroliers au Congo-Brazzaville, aux côtés du président Marien Ngouabi, pour que on puisse renégocier le contrat pétrolier. Donc, vous avez là à la fois des raisons, des facteurs internes, c'est-à-dire la crise qui s'est accentuée, sociale et économique, les raisons, les facteurs externes, c'est-à-dire les relations tendues avec Paris, notamment pour les questions pétrolières. Et à cela, on peut dire que la situation en 77 était non seulement tendue, mais était pratiquement dans une ambiance d'intrigue qui ne disait pas son nom. Mais à cela, il faut ajouter une chose. Sur le plan politique, il y a eu ce qu'on appelle la déclaration du 12-12-75, du 12 décembre 75. Dite déclaration qui disait quoi? Marien Ngouabi, conscient des difficultés de la révolution qui patinait, tant sur le plan socio-économique, je l'ai dit tantôt, que sur le plan politique, parce que les populations reprochaient une certaine bourgeoisie qui s'installait au sein du parti unique, PCT, a convoqué une session extraordinaire où on a dissous le comité central. Le comité central a été suspendu, sinon dissous. Et Marien Ngouabi va mettre en place ce qu'on appelait à l'époque
l'état-major spécial révolutionnaire, avec 5 membres qui ont pris la tête du parti-État, et surtout préparer le 3e congrès extraordinaire, parce que pour le président Marian Ngouabi, il fallait absolument, mais absolument, revoir ce qui se passait pas au sein de cette fameuse révolution. Et là, il faut noter une chose. Ngouabi avait cette capacité de se remettre en cause lorsqu'il sentait qu'il y avait des difficultés. Il a fait, après le coup d'État de Diawara en 1972 et le précédent, le coup d'État de Kiganga en 1970. Il avait convoqué, mais personnellement, il a pris l'initiative de convoquer une conférence nationale, qui n'était pas souveraine, mais une conférence nationale, pour écouter les uns et les autres les différents courants. Je reviens sur l'état-major spécial révolutionnaire. Cet état-major spécial révolutionnaire avait 5 membres. Le premier, lui-même Marian Ngouabi. Le deuxième membre, c'était Jean-Pierre Tister Tchikaya, qui était pratiquement le permanent du parti. Le troisième membre, c'est, je crois, Louis-Sylvain Ngoma, qui était en même temps Premier ministre. Le colonel Louis-Sylvain Ngoma, à l'époque, je crois, il est commandant, en train Saint-Cyria. Et le 4e membre, c'est Denis Sassou Nguesso, commandant à l'époque, je pense aussi, mais qui a le secteur le plus sensible, c'est-à-dire que la sécurité. Il était le ministre de la Défense et le patron de des services de sécurité et surtout le représentant des questions, des représentants, comment ils appelaient ça, des organisations de masse. Et bien entendu, le 5e membre, c'était Jean-Pierre Ngombe qui s'occupait de la jeunesse et autres. Donc, le parti et l'État, c'est-à-dire le parti-État, le régime de Ngouabi, se résumait maintenant à ces 5 membres qui devaient préparer le fameux 3e congrès extraordinaire, mais dans un contexte, comme je vous le disais tantôt, l'enfant de 13 ans estimait que tout se déroulait bien, mais l'adulte que je suis aujourd'hui vient de vous décrire les questions qui se posaient à ce niveau-là, au niveau interne, à savoir, comme j'ai dit, les intrigues en interne, parce qu'il y a des courants qui s'opposaient, les questions socio-économiques et financières, socio-économiques et financières, notamment avec la crise qui découlait, bien entendu, de la gestion chaotique des entreprises de l'État et autres, et surtout des relations tendues avec Paris, et des questions et les facteurs externes, comme je vous disais tantôt, les relations tendues avec notre premier partenaire bilatéral à l'époque, c'est la France, alors que nous étions un régime socialiste, sinon à vocation socialiste. Voilà résumé un peu l'ambiance et le regard de l'enfant de 13 ans que j'étais. Tout se passait bien, mais l'adulte n'avait pas compris qu'il y avait des questions macroéconomiques qui se posaient et surtout des questions politiques criardes. Le 18 mars 1977, comment on est arrivé là? Je pense que le 18 mars 1977 tire en fait ses sources depuis la prise de pouvoir du président Marian Ngouabi en 1968. Pourquoi je le dis? Je dirais même depuis la prise de pouvoir du président Massamba Deba en 1963. Parce qu'il faut essayer de faire de l'histoire. Mais il faut repartir en 1963. C'est-à-dire c'est en 1963, après la chute du président Youlou, que, comment je peux dire ça, les militaires sont rentrés véritablement dans la scène politique, mais en 63. Je m'explique. En 63, le président Massamba Deba a été coopté, en fait, par ceux qui ont réussi à obtenir la chute du président Youlou, à savoir les syndicats. Mais les syndicats étaient montés au créneau pour des questions sociales, économiques et financières. Une fois que le président Massamba Deba Youlou est tombé, Moussa Bakani et Mouchaka, les deux officiers de l'époque, auraient pu prendre le pouvoir. Ils n'ont pas pris le pouvoir. Ils ont coopté à la rigueur le président Massamba Deba. Le président Massamba Deba arrive
il trouve en fait une configuration où véritablement il y a des conservateurs, c'est-à-dire les anciens dans l'armée et dans la classe politique classique, les conservateurs, c'est-à-dire les anciens qui étaient avec le président Youlou, qui n'ont pas dit leur dernier mot. Ils trouvent des officiers progressistes, mais qui viennent de l'armée coloniale en général. C'est-à-dire les Ngwabi, les Kiganga, qui étaient déjà avec Youlou, et les Mouzabakani, je pense, ouais. Et de l'autre côté, il y a des jeunes politiques qu'on appelait à l'époque des révolutionnaires, des intellectuels, comme les Lissouba, les Noumazalaï, les Ndalagrai, qui, bien entendu, ont aussi une autre lecture. Et nous sommes aussi dans le période de la guerre froide. Donc, je vais aller très, très vite. Une fois qu'ils installent le président Massamba Deba, mais il y a deux courants qui s'opposent. Un courant dit de gauche, de la gauche, révolutionnaire, à travers les Noumazalaï et les Ndalagrai, qui estime que Massamba Deba, le président Massamba Deba, est tiède. Il est dans ce qu'on appelait à l'époque le socialisme bantou. Eux, ils prenaient le socialisme scientifique, l'autre courant. Maintenant, il y a un élément nouveau qui arrive. Lorsque la gauche, de la gauche, au temps du président Massamba Deba, les intellectuels créent ce qu'on appelle la défense civile. C'est-à-dire les Diawara. La défense civile, les Diawara, qui estiment que il faut être dans un courant maoïste. C'est-à-dire que armer comment dire, les civils, mais surtout faire en sorte que l'armée soit de plus en plus politisée. Plus en plus politisée. Et ces deux courants qui s'opposent, c'est là où les Mariam Ngwabi commencent à ressortir dans l'autre courant des militaires, mais progressistes, mais qui sont pas du tout d'accord avec cette dérive gauchiste de la défense civile. On parlera de la JMNR et autres qui ont commis des exactions. Et c'est dans ce contexte-là que Ngwabi est devenu le dénominateur commun lorsque, cette fois-ci, Massamba Deba tombe, parce que je vais aller très vite pour arriver à 18 mars 77. Lorsque Massamba Deba tombe, mais Ngwabi n'est pas celui véritablement qui devait être porté au pouvoir. Ngwabi arrive au pouvoir par effraction. Pourquoi? Parce que les deux courants qui s'opposaient à la chute du président Massamba Deba, c'est-à-dire un courant de très très gauche, les Diawara et autres, qui ont neutralisé les autres qui commettaient des exactions autour de la GMNR, qui s'affrontaient avec un autre courant beaucoup plus modéré, des Lissouba et autres. Mais comme ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le profil qui devait prendre le pouvoir, or, les Ngwabi, ce sont eux, les Ngwabi, les Kinganga et autres, Ngwabi, Kinganga et autres, et les Kimboalakaya, qui sont des Saint-Syriens, qui sont certains de l'armée coloniale, ont neutralisé en fait la défense civile, qui était le bras armé en fait du pouvoir de Massamba Deba. Et Ngwabi, qui était l'officier le plus, on va dire, plus populaire, mais surtout les circonstances de l'histoire, c'est parce qu'on avait arrêté Ngwabi. Une fois qu'on a arrêté et rétrogradé, qu'il y a eu quasiment des émeutes, sinon des garnisons, c'est-à-dire les paracommandos, le corps d'élite à l'époque, et les frères d'armes du président Mariam Ngwabi, quand il monte au créneau pour aller libérer Mariam Ngwabi, c'est Mariam Ngwabi, il prend cette dimension et il prend le pouvoir en 68. Donc, il prend le pouvoir en 68, Mariam Ngwabi, mais il gère une configuration politique qu'il a hérité de Massamba Deba. Comme je vous disais tantôt. La gauche de la gauche, et un courant plus ou moins modéré. Mais lui, il vient aussi en se disant,
dans le contexte de la guerre froide, dans les rapports politiques de l'époque, il souscrit un peu à cette ligne du socialisme scientifique. Mais je pense que Marien Ngouabi avait des convictions par rapport à cela. À cette époque, lorsqu'il prend le pouvoir, il y a cette espèce de maxime, d'axiome, de principe inoculé dans la régulation politique au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire la violence. Ça n'a pas commencé avec Marien Ngouabi. Ça a commencé plutôt avec les premiers crimes politiques. Les premiers crimes politiques datent de 65, en février 65, avec les 3 hauts fonctionnaires, Joseph Poabou, Lazare Machokouta et Anselme Massemé. Premier crime politique. Et je vous ai dit tantôt, deuxième paramètre, l'armée rentre dans la danse politique sous Massamba Deba avec la défense civile et autres. Et Ngouabi, quand il arrive en tant que militaire, le premier chef d'État militaire qui a succédé à 2 civils, il y a un autre paramètre, madame, qu'il faut comprendre. Ngouabi est le premier acteur politique militaire de la partie septentrionale du Congo-Brazzaville qui arrive aux affaires. Entre-temps, il y a eu la partie méridionale avec le président Youlou et Massamba Deba. Donc, vous voyez, il y a 3 paramètres. 1, les premiers crimes politiques depuis 65. 2, un militaire qui arrive aux affaires. Et 3e paramètre, il est de la partie septentrionale. Et il trouve une configuration politique qu'il a héritée de Massamba Deba, avec une véritable divergence idéologique et dans un contexte de la guerre froide qui régnait à cette époque. Premier coup d'État, 70, Kinganga, je fais très court, tout simplement, le courant de droite comme à l'époque de l'armée, qui n'était pas d'accord avec Marien Ngouabi, a tenté un coup d'État. Deuxième crise majeure, coup d'État de 72. C'est quoi? Ça, c'est cette fois-ci la gauche, de la gauche, qui reprochait au président Marien Ngouabi de ne pas être trop à gauche, et surtout d'avoir inoculé, à tort ou à raison, le tribalisme ou l'ethnocentrisme. Ce que je relativise, hein, je le dirai un peu plus tard. Donc, nous avons déjà 2 coups d'État et on a la conférence nationale. Une fois qu'on a la conférence nationale, Ngouabi sort de là quasiment dans un régime qui est de plus en plus divisé, tant en termes idéologiques ou doctrinal, parce qu'il y en a qui estiment que Ngouabi n'était pas aussi de la gauche que ça. Il y en a qui estimaient que Ngouabi, et autour de Ngouabi, il y en a qui estimaient que le président Ngouabi devait donner une espèce de priorité aussi comment je peux dire ça, à une orientation ethno-transite qui ne disait pas son nom. Autour de Ngouabi, il y a des acteurs politiques, militaires, qui poussaient Ngouabi dans ce sens-là. Et bien entendu, Ngouabi, en se radicalisant sur le plan idéologique et doctrinal, se fait l'ennemi de Paris. Et on accélère, nous sommes arrivés, comme j'ai dit tantôt, le 12 décembre 75, où il veut radicaliser la révolution. C'était ça, en fait, l'objectif. Radicaliser la révolution. C'est-à-dire faire peau neuve en essayant, comme ils appelaient à l'époque, l'expression, c'était l'épuration. Il fallait épurer le parti-État des acteurs politiques, militaires et civils qui n'étaient pas véritablement dans le registre de la révolution. Le 18 mars 77, je pense qu'il y a 2 facteurs qu'il faut souligner. Les facteurs endogènes, c'est lequel? Les facteurs endogènes, je l'ai dit d'abord tout à l'heure, la crise financière, la crise socio-économique et autres. Le 3e congrès, on devait y arriver. On devait chercher à trouver des solutions à cela. Deuxième élément, il y a Marien Ngouabi qui se remet en cause. Le président Marien Ngouabi, en se remettant en cause sur les difficultés qu'il avait, il y a une espèce de convergence avec cette lettre du président Massamba Deba. Les gens oublient ça. Le président Massamba Deba rédige un courrier au président Marien Ngouabi
pour lui dire, comme c'était un homme pieux, que sa vie est en danger, et que, de ce fait, il était prêt, en tout cas, à discuter avec lui des voies et moyens pour sortir le pays de cette crise multidimensionnelle. On en parle encore aujourd'hui. Le président Marien Ngouabi reçoit Massama Deba. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il reçoit Massama Deba en dépit de la lettre où il lui demandait de démissionner. Et il reçoit le président Massama Deba avec à ses côtés le patron des services secrets de l'époque, le colonel Ibaradeni. Il le reçoit, Massama Deba, avec sa femme. Donc, ça veut dire cette capacité de l'homme à écouter déjà quels sont les reproches de celui qui l'a précédé. Troisième élément, le président Marien Ngouabi échappe à pas un attentat, mais à une mort certaine, parce que son avion a craché. Il était dans le nord du pays au cours d'une séance de chasse. L'hélicoptère qui tombe, pendant 2 jours, il disparaît. Et pendant cette période-là, je crois c'était en 76, pendant cette période, il y a eu des syndicats qui ont déclenché des grèves. Ils ont déclenché des grèves malgré cela. Donc, on sent bien que, même en interne, il y a déjà des soucis. Qu'est-ce qu'on reprochait à Marien Ngouabi? On ne sait pas trop, mais tout est-il que les syndicats ont déclenché des grèves. Le président Marien Ngouabi, le 18 mars, le président Marien Ngouabi met en alerte l'armée et les services de sécurité sont en alerte. Parce que il y a des informations qui tendent à penser que le pays est dans une situation d'instabilité politique et autres. Donc, l'État a mis en branle ses services de sécurité et tout est en alerte. Et quatrième élément, c'est bien entendu ce que je reviens tout à l'heure, Marien Ngouabi met en mission une délégation composée des Congolais. Je peux vous donner les noms dans cette délégation. Aujourd'hui, l'ambassadeur actuel, à Dada, était dans la délégation. Il y a le ministre, il y a l'ancien ambassadeur aussi, Henri Lopez, était dans la délégation. À l'époque, je crois qu'il est ministre des Finances. Avec des experts de Elf Congo et des experts algériens pour aller négocier avec Elf Aquitaine, ici en France, afin de revoir les contrats pétroliers. On voit le contrat pétrolier. Ça, c'est les questions internes. Maintenant, les facteurs externes, Marien Ngouabi, bien entendu, est perçu par Paris comme étant véritablement un homme qui est en train d'exporter la révolution congolaise un peu partout dans le monde. Dans le monde, disons en Afrique. Voilà le contexte de l'époque. Mais il y a 2 éléments, madame, qu'il faut souligner. Là, j'étais à ce meeting-là. Je pense que ça se passe soit début 1977 ou fin 76. Nous étions au collège, parce que Ngouabi, c'était un tribun. Et lorsqu'il y avait une situation politique au Congo-Brazzaville, qu'est-ce qu'on faisait? On partait prendre les élèves dans les collèges, dans les lycées et autres, on les amenait à l'hôtel de ville. Et je me souviendrai toujours de ça. C'était à l'époque, après l'attaque des Flecs. Les Flecs avaient attaqué, je crois, un train du côté de Pointe-Noire là-bas. Et le président Marien Ngouabi va convoquer un meeting à Brazzaville. Et Marien Ngouabi, au cours de ce meeting, il y avait l'ambassadeur de France. Marien Ngouabi commençait à s'attaquer à la France, parce que pour Marien Ngouabi, les Flecs étaient soutenus par Paris. Et l'ambassadeur de France qui était à la tribune faisait des gestes presque ostentatoires qui ont agacé certainement le président Marien Ngouabi. Et le président Marien Ngouabi va dire, de toutes les manières, nous n'avons pas besoin des ambassadeurs ici. Je vous dis, madame, et vous qui êtes de votre génération, c'est des choses qui nous ont marqué toute une vie. Et l'ambassadeur est sorti et descendu, et nous avons commencé à huer sur l'ambassadeur.
Ça, c'est un élément pour dire à quel point il était conscient des difficultés qu'il avait à l'époque. Et deuxième meeting, nous étions pas. C'était lors du meeting de l'URFC du 13 mars, où le président Marien Ngouabi disait lorsque votre pays est sale, la seule manière de lui redonner son unité est véritable et la paix véritable et son unité, c'était de verser votre sang pour le laver. Donc, deux événements qui sont passés certainement inaperçus à l'époque, mais avec le recul, on comprend véritablement qu'il était conscient des difficultés internes et externes. Donc, la convergence de ces facteurs endogènes et exogènes nous pousse à confirmer aujourd'hui que ce sont ces facteurs internes et externes qui nous ont amenés au 18 mars 1977 avec le triple assassinat. Je vous ai parlé tantôt de Massamba Deba. Pourquoi je parle de Massamba Deba? Parce qu'il est parmi les gens qui ont assassiné. Mais pourquoi on a assassiné Massamba Deba? On peut commencer à déduire une chose, que lors de cette rencontre avec le président Massamba Deba, Marien Ngouabi, toujours dans cette capacité d'aller au consensus, de se remettre en cause, avait très certainement trouvé un modus operandi avec Massamba Deba, de voir comment on pouvait réintégrer dans le dispositif tracé par le président Marien Ngouabi, comment faire en sorte qu'on puisse remettre la machine économique et politique du Congo en marche. Je pense, ça c'est une déduction. Et à cela, il faut ajouter une chose. Lorsque les questions internes s'opposent, lorsque Marien Ngouabi parle du 13 mars, lorsque je dis l'armée est consignée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui était le patron de cette époque, de l'armée de la sécurité, c'est-à-dire le commandant Denis Sassou Nguesso, est conscient du fait que le pays traverse une période de forte turbulence. Parce que ce n'est que les services de sécurité qui peuvent communiquer auprès de leur chef suprême pour leur dire attention. Et c'est de cette manière-là, lui, le tribun, il interpelle le peuple en se disant attention, nous devons être sous nos gardes parce que, à l'époque, on disait l'impérialisme nous menaçait. Deuxième élément. C'est-à-dire la responsabilité des services de sécurité de l'époque. Et troisième élément, bien entendu, qu'est-ce qui pousse les uns et les autres à attenter à la vie de Marien Ngouabi, sinon le tuer? La mort de Marien Ngouabi a bénéficié à qui? Quels sont ceux qui ont eu intérêt à éliminer Marien Ngouabi? Parce que Marien Ngouabi avait un objectif de réconcilier le pays. La provenait l'homme, l'autorité morale, l'autorité spirituelle. C'était qui? Le cardinal Biayenda, que le président Marien Ngouabi a reçu quelques heures de sa mort. Regardez les photos. Regardez les photos qui circulent. Vous avez vu sur le même fauteuil Marien Ngouabi, sa femme, le cardinal et je crois Badila, ou bien ils étaient au moins 3 sur un même canapé. Le 18 mars, je suis ministre de la Santé et des Affaires sociales. Je suis en Gabé avec mon collègue de l'Intérieur pour régler un problème de maladie du sommeil. Le 18 mars 1977, vers 13h15, est arrivé à mon domicile un véhicule de la présidence de la République qui m'a amené des cartes pour participer aux festivités qui allaient avoir lieu le 19 mars 1977. Plus de champagne.
C'est Monsieur le Président de la République qui me les avait envoyés. Nous sommes le vendredi 18 mars 1977. À l'époque, j'ai exactement 16 ans. Né en 61, donc j'ai 16 ans. Je suis élève en classe de 3e au collège 3 francs à Bakongo. Et je m'appelle Jean-Richard Amédée Samba, fils de Samba Diankoumbi Dominique, un érudit, un des cracks des Congolais de l'époque. Il est agent comptable au niveau de la SECNA. Dans ses activités extra-professionnelles, il est secrétaire général adjoint du syndicat de base de cette entreprise para et étatique. Et ma mère, Geneviève Bazebita, elle est femme au foyer. Je suis le 3e fils de ce monsieur. Au total, Dominique Samba Diankoumbi avait, en ce moment-là, 11 enfants nés de 4 lits différents. Marie Ngouabi est assassinée, considérée mort, le 18 mars. Et c'est le 19 mars au matin qu'on entendra par la voix des ondes un communiqué lu par celui qui était chargé de la défense nationale et de la sécurité. Beaucoup ne connaissaient pas ce nom, sauf le microscope militaire. À l'époque, il était commandant. Donc, on arrête beaucoup de gens ce vendredi. Je me rappelle que nous avions, parmi ceux qui étaient au palais, il habitait à quelques mètres de notre résidence au plateau de 15 ans. Il devait habiter dans la rue Sibiti. Donc, directement, les services de sécurité, comme ils louaient, il est arrivé, ils ont barricadé la porte. Ils ont scellé la porte. Et à partir du 19, il y a un couvre-feu. Donc tu commences à sentir comment la lourde charge pèse. Parce que nous n'avions pas, comme me diraient certains papas de l'époque, beaucoup se rappelaient de 70. Les arrestations ont commencé. Et nous étions dans la fièvre de préparer le BMG blanc. Mes souvenirs sont très bons. Nous habitions au plateau de 15 ans, l'arrondissement 4 Mongali, et je fréquentais à Bakongo au niveau de l'arrondissement 2.
Ngeta lupeni ngeni nguriani ya dingala la kwa. Ngeta lupeni ngeni nguriani ya dingala la kwa. Ngeta lupeni ngeni nguriani ya. J'ai connu le cardinal Émile Biayenda parce que j'étais à l'école primaire de Mouleke. Donc il y avait deux écoles, Mouleke filles et Mouleke garçons. En même temps, au milieu, il y avait la paroisse de Mouleke, que aujourd'hui qu'on appelle Saint-Jean-Marie Vianney. Donc, j'étais à l'école primaire, c'était nos débuts, donc on nous montrait comment prier, parce qu'il y avait la prière avant de commencer les cours. On avait aussi les religieux. C'est comme ça que j'ai connu l'abbé Émile Biayenda. En ce moment, il était abbé, 1963. Nous, on habitait aussi dans le quartier Mouleke. Donc, il y avait de ces moments, à 15 heures, l'abbé Émile Biayenda avait un vélo Solex. Il descendait dans le quartier, il visitait les familles. Et quand il visitait les familles, il rentrait, on lui donnait la chaise, il prenait place et il commençait à nous parler de la vie chrétienne. Donc il avait cet apostolat les après-midi de mettre sa soutane et d'aller évangéliser les couples. Vraiment la vie de la famille, il prenait ça en considération. Donc moi je dirais que pour ma première communion et pour ma vie chrétienne, c'est avec l'abbé Émile Biayenda. Il est resté longtemps à Mouleke et après, il est parti en formation à Rome. Et à son retour, c'est là où il était devenu, on l'a nommé, cardinal. Le 18 mars, biso nga naaki na kati ya fraternité Maria Goretti. Donc le 18 mars ba annoncé biso que cardinal Émile Biayenda ba yeko enlevé ye. Mais ndenge nini ba enlevé ye? Ba lobi jipe ko yaki na cathédrale. Lere yeko koma l'abbé Badila abimi libanda. Lere abimi libanda ba moni ye ba se diriger na epai l'abbé Badila alaki bango ba lobi biso to yeli cardinal Émile Biayenda. L'abbé Badila lobi mais ye wana teleni kuna ali kuna o me biso to leki to moni yete. Mais il y a qui kuna leur bango ba lekaki en tout cas ba monaki cardinalité. Après bazongi na barami balé. Leur bazongi na barami balé cardinal amoni kaka tika kana la kisanzoto sinon ba kokende na la beba dila. Donc leur a l'action nzoto ba militaire ba kamatiye ba kenaye. Ba kotisiye na kati ya jeep na bango. Mais na kati ya jeep ba mususu basambelaka na bango te. Bamona moto alaki na kati ya jeep na motu na nyoyo babengaka ngo kalo. Mwa ekoti na bango ya motani wana ya mokeo batiaka na motu. Mais kana se ya motema bonsusu mais oyo pe ali nani si bakendeki na ye. Donc biso nyonso sango lisusu epanzani ke basi bake na ye tozela basango évoluer balobi ke basi babomi ye bakundi ye ba chrétien nyonso tout en tout cas il fallait ba telema balobi il faut tout le monde ebembe wana makelele lekaki il fallait bakende bamema bato me bato bamemaki bake kuna lero bake kuna bakende olakisa epai wana bakundaki ye moto bakundi loboko ebimi libanda mabele ana likolo me
loboko ebimi libanda neti lokola moto akopesa bato bamosika mbote elobia donc ye wana après bakundoli ye bamemi ye bake na ye leo bakendeki na ye bakomi na nani oyo na la morgue docteur Nkukambemba akotuna oh alobi na kilari kata tanchiko abi kuondele nakani trace monito kanita ya monako. Quand Mamoy nous dit aujourd'hui, Monseigneur, et Koumou l'a confirmé, que nous avons exécuté le cardinal en tirant sur lui. Moi, je ne sais pas, vous n'étiez pas là peut-être, Monseigneur, mais votre frère, Monseigneur Nkombo, je pense, a vu le corps. Mais il pourra me dire si le corps du cardinal que j'ai reçu, que j'ai examiné, que j'ai formulé, que j'ai préparé pour les obsèques, présentait une trace de balle. Je n'en ai pas vu. Mes souvenirs sont encore bons. Ça ne se passe qu'il y a 14 ans. Le cardinal avait comme lésion une ulcération, je dis bien une ulcération à la jambe gauche. Je veux dire une écorchure. Et j'ai dit, mais papa, mais comme tata, mais quoi? Si vous rendez vraiment, j'étais là. Je dis, mon frère, c'est pas possible. Mais comment tu es mort? Mais je ne vois rien. Alors, Monseigneur, quand les enfants qui ont fait ce coup disent qu'ils voulaient mettre Monseigneur dans l'eau, cela veut dire qu'ils n'étaient pas sûrs de sa mort. Et que certainement, pensant à certains assassinats qu'il y a eu au Congo, on a mis les gens dans l'eau avec un truc pour que les gens meurent effectivement, ça a dû leur donner cette idée. Vous êtes une entreprise, une institution ou une association? Vous êtes implanté en France et vous souhaitez envoyer vos marchandises, colis ou courriers vers le Congo-Brazzaville et Pointe-Noire? Cela est possible grâce à Africanam Export. Avec Africanam Export, faites le choix de l'efficacité et de la confiance. Nous vous assurons un service de qualité, des délais raisonnables, une équipe bienveillante, des prix accessibles, des envois par bateau ou par avion selon votre choix. Pour en savoir plus, visitez notre site web au www.africanam-export.com ou contactez-nous par appel direct ou sur WhatsApp au 06 35 13 45 27. 06 35 13 45 27 du lundi au samedi de 9h à 19h. Donc, Mariam Gwabi, radicalité éthique, capacité de se remettre en cause, mais qui tient à sa révolution. Massama Deba, un homme qui a écrit au président Mariam Gwabi, qui a estimé que le moment est venu de se rapprocher. Attention, ta vie est en danger parce que c'était un homme pieux et l'autorité morale, spirituelle, le cardinal, qui, pour Mariam, certainement, pouvait servir de passerelle, de pont, pour voir comment le pays pouvait se réconcilier. Et on arrive, malheureusement, à l'assassinat du président Mariam Gwabi, un 18 mars 1977. À partir du 19, il y a un couvre-feu.
Donc tu commences à sentir comment la lourde charge pèse. Parce que nous n'avions pas, comme me diraient certains papas de l'époque, beaucoup se rappelaient de 70, avec le coup d'État de Kiganga, de 72, avec le M22 de Ange Diawara Bidier, mais les arrestations ont commencé. Et nous étions dans la fièvre de préparer le BMG blanc. Mes souvenirs sont très bons. Nous habitions au plateau de 15 ans, l'arrondissement 4 Mongali, et je fréquentais à Bakongo, au niveau de l'arrondissement 2. L'arrestation de papa se passe non pas en mars, non pas en avril, mais ça va se passer au mois de mai. Exactement, c'est le 11 mai 1977. Ce jour-là, j'ai pas compris. Je suis allé au collège le matin. J'ai un sentiment. Je suis rentré directement à la maison. Et quand je rentre à la maison, pour une des rares fois, sous un soleil ardent, je suis allé dormir. Papa finissait son service professionnel à 13h. Ils sont allés le prendre à son service, minoté. Ils l'ont ramené de notre résidence. La parcelle était dessous ou dessous. Mais moi, je dormais. Et une fois les militaires, étaient-ce des militaires, étaient-ce des policiers, j'apprendrai que c'est un certain lieutenant qui avait procédé à l'arrestation. Mais normalement, dans les pays de droit, on convoque la personne. Et quand l'arrestation s'est effectuée, juste après le départ de la délégation, je sursaute dans ma chambre. Je sors dans la cour, on me dit que il y a eu attroupement dans le quartier, que papa Samba Diankoumbi a été arrêté. Mais le pourquoi, le comment et tout, pendant que j'étais en confiance avec mon père pour préparer le BMG, aucune justification écrite. Dans ce sens-là, je me suis reprojeté, je crois, plus d'une dizaine d'années. Parce que, au passage, c'était la deuxième arrestation que je vivais de mon père. La première, c'était à la chute du pouvoir de la Deuxième République dirigée par le président Alphonse Massamadeva. À l'époque, en 68, donc j'avais 7 ans. Il avait donc fait la prison et après on les avait libérés. Mais là aussi, on n'arrivait pas à nous dire le pourquoi et le comment. Les militaires, étaient-ce des militaires, étaient-ce des policiers, étaient les gars de la sécurité de l'État, on ne comprenait rien. Maman pris de panique, elle a donc cherché à comprendre. Et je crois qu'on l'avait d'abord amené au niveau du commissariat central. Or, quand on parle commissariat central,
c'est donc la police. Et au fur et à mesure, personnellement, j'étais débouté entre préparer l'examen, comme c'était la deuxième fois. Non, oui, non, c'était la première fois que je préparais le BMG. Donc voilà cette période turbulente, et ça commence, c'est parti comme ça. Mais le choc, je peux le dire au jour d'aujourd'hui, quand je revois le pourquoi, je crois que papa n'avait pas voulu que je le voie dans cet état. Et c'est pour ça qu'il m'avait sommé dans ces pratiques ancestrales. Connaissant mon caractère, il m'avait sommé de dormir. Mais pas dans le monde cartésien. Je dirais plutôt selon les us et coutumes du peuple congolais, parce qu'il connaissait ce genre de pratique. Le 18 mars, Marien Ngouabi est à l'état-major, sa résidence officielle. À côté, il y a le ministère de la Défense. L'armée est consignée. Le président Marien Ngouabi, conscient du fait que sa vie était en danger, ça c'est pas moi qui le dis, la conférence nationale le dit, avait demandé à réorganiser sa garde rapprochée. Et il avait demandé à ce que le capitaine à l'époque, Yves Motando, puisse reprendre le contrôle de sa garde rapprochée, sinon de sa garde présidentielle. Il y a une chose, je vous ai dit tantôt, l'état-major spécial révolutionnaire. Le patron de la défense et de la sécurité, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Donc, comme la garde présidentielle de Marien Ngouabi était un bataillon autonome, mais en même temps, il y avait le regard du patron de la défense et de la sécurité en la personne de M. Denis Sassou Nguesso et le patron des services en la personne d'Ibara Denis. Donc, ils avaient un regard sur cela. Alors, pendant la conférence nationale, Yves Motando le dit que lorsque Ngouabi lui propose de prendre la tête de la garde présidentielle, bien entendu, il s'est référé à Denis Sassou Nguesso pour signer un certain nombre de textes ou de notes pour le faire passer de sa responsabilité de chef de corps quelque part à la garde présidentielle, et ça traînait. Et madame, je le dis pas par hasard. Quelle est la personne qu'on a citée le premier, soi-disant qui a tué Marien Ngouabi, qui a amené le commando, comme par hasard? Est-ce que c'est le hasard? Je ne pense pas. C'est Yves Motando. Alors, on ne rentre pas dans les détails, mais lorsque vous comprenez, lorsque vous avez cet élément-là, vous comprenez une chose. Et les différents témoignages de la conférence nationale l'ont souligné assez. Nous pensons, moi je pense que il y a eu un double, un commando, comment je peux dire ça? Un commando, double commando qui a été mis en place pour assassiner Marien Ngouabi. Le premier commando, je ne sais pas s'il faut l'appeler ainsi, parce que les gens n'ont pas nié, hein, Kikadidi avec ses hommes était à ce jour-là de 18 mars à l'état-major. Kikadidi et son monde ne l'ont pas nié. Ils étaient là. Mais Kikadidi, on sait qu'il était proche de qui? De Massamba Deba. Mais on sait que Massamba Deba a été reçu par le président Marien Ngouabi. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Et ce qu'ils se sont dit, qui a mis ça dans la tête des autres membres de l'état-major spécial révolutionnaire? Lui, Sylvain Ngoma, Jean-Pierre Tisser Tikaya, parce qu'on ne le dit pas assez. Lui, Sylvain Ngoma, Jean-Pierre Tisser, Denis Sassou Nguesso et Jean-Pierre Ngobé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils ont fait le rapport aux autres membres? Est-ce que c'est lui-même Marien Ngouabi? Mais tout est-il que Kikadidi, lorsqu'il se retrouve ce 18 mars avec ses hommes, avec quelques gars à l'état-major, me semble-t-il que ces gens-là étaient attendus par le président Marien Ngouabi. Mais pas pour une mission d'aller le tuer. Sinon, Marien Ngouabi ne va pas accepter que les gens viennent le tuer chez lui. Maintenant, ceux qui étaient au courant de cela, qu'est-ce qu'ils ont tramé? Et moi, je pense qu'il y a eu un deuxième commando qui
au courant de ce qui devait se passer avec le président Marien Ngouabi? Est-ce que c'était pour venir prendre le président Marien Ngouabi et aller discuter avec Massamba Deba? Pour les raisons dont j'ai évoqué tout à l'heure, leur rencontre et autres, et ils étaient en train d'envisager certainement une sortie de la crise multidimensionnelle. Et, bien entendu, ce deuxième commando qui a assassiné Marien Ngouabi, je pense que c'est un deuxième commando qui a assassiné, et il y a eu une mise en scène avec la fuite des Kikadidi et autres. Papa est arrêté le 11 mai 1977. Il va connaître plusieurs prisons. À commencer par le commissariat central de Brazzaville, en passant par le camp 15 août, en allant jusqu'à au niveau de la sécurité de l'État, à l'époque qui était dans l'ancien de l'état-major, et aller jusqu'au camp des blindés en Pila. Parce que rappelez-vous que c'est le ils ont vécu un emprisonnement arbitraire jusqu'au mois de décembre 77. Ça commençait à bouillonner. Sur la scène internationale, les militaires étaient sommés d'expliquer comment le commandant Marien Ngouabi était décédé dans l'enceinte de la résidence officielle. Et de l'autre côté à Kinshasa, le cardinal Maloula, je crois, commençait aussi à poser des... Donc, la junte militaire qui avait récupéré le pouvoir était sous plusieurs pressions. Lors de son discours de fin d'année et de début de l'année 78, au mois de décembre 77, le général Joachim Yombi Opango, président en exercice, va annoncer la tenue d'une cour spéciale révolutionnaire pour juger ceux qui avaient comploté contre la vie du président Marien Ngouabi. Alors, entre-temps, je ne cesserai de vous dire quelle humiliation, quelle tribulation. Parce que au passage, moi je perds j'échoue au BMG la session de juin 77. Donc je ne suis plus à Bakongo parce que j'étais déstabilisé. C'est cette intervention d'un certain nombre d'amis de papa qui nous ont fait comprendre que l'enfant traverse toute la ville pour aller à l'école. Il faudrait le mettre maintenant à Ngangedouar. J'estime aujourd'hui qu'il y a eu un double commando, un premier commando, qui n'était pas venu avec l'objectif d'assassiner Marien Ngouabi, mais certainement avec une feuille de route tracée entre le président Marien Ngouabi et Massamba Deba pour essayer de trouver les voies et moyens de sortir de la crise multidimensionnelle. Et ce commando a été plus ou moins, comment on dit, doublé par un deuxième commando qui est invisible. Et dans ce deuxième commando, ce que je vous dis là, madame, ça va choquer certains. Dans ce deuxième commando, il y avait des Cubains. Il y avait des Cubains. Qui, aujourd'hui, avec le recul, on comprend pourquoi certains membres du comité militaire du parti ont eu des Cubains dans leur grade de rapproché. On comprend pourquoi on n'a jamais eu les traces du médecin personnel du président Marien Ngouabi qui s'appelait Carlos. On n'a jamais eu des traces. Les Cubains étaient impliqués. Donc,
le procès qui va commencer au mois de janvier 78, donc pratiquement plus de 8 mois après l'assassinat du président Marien Ngouabi, dit-on, c'était pour déceler, pour donner la vérité au peuple congolais, à la communauté nationale et à la communauté internationale sur le complot de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Et rappelez-vous, nous qui étions de l'intérieur, qui vivons ces tribulations, parce qu'on nous avait ôté l'affection paternelle, on nous avait ôté le devoir de vivre avec des pères. Et dans ce cas-là, on nous a fait comprendre que, commencer à partir déjà, dans le premier temps, la fameuse circulaire orale d'invective, Congo, Bomi, Ngouabi, et quand vous entendez le patronyme Samba Diankoumbi, ça pue l'identité ethnique, culturelle, tribale de l'homme du poule. Donc nous étions considérés comme les fils des assassins. En fonction des facteurs endogènes dont je vous disais tantôt. Donc pour moi, le deuxième commando, les commanditaires du deuxième commando, pour trouver les commanditaires du deuxième commando, il faut regarder parmi les 5 membres de l'état-major spécial révolutionnaire. Je dis bien, pour trouver le commanditaire du deuxième commando qui a assassiné Marien Ngouabi, il faut les trouver parmi les 5 membres du comité de l'état-major spécial révolutionnaire. Parce que c'était les seuls qui avaient les informations sur la rencontre entre Marien Ngouabi et Massamba Deba. C'était les seuls, les 5 membres, qui pouvaient savoir ce qu'envisageait Marien Ngouabi. Et c'est les seuls qui aussi ont eu très certainement les indiscrétions sur la rencontre entre le cardinal Émile Biaïna et le Marien Ngouabi. Et bien entendu, une fois qu'on a assassiné Marien Ngouabi, il faut créer à la fois un climat de terreur, mais surtout des leurs pour enlever toute trace. Toute trace. Mais pour développer maintenant le deuxième volet, Massamba Deba et le cardinal, je tiens à vous souligner que j'étais pas à la conférence nationale. Mais la conférence nationale a dit une chose simple, que du 18 mars au 2 avril, toutes les tueries, tous les assassinats incombent au ministre de la Défense de l'époque, à l'époque, le commandant Denis Sassou Nguesso. C'est une recommandation, une résolution de la conférence nationale. Recommandation. Or que M. Denis Sassou Nguesso faisait partie de l'état-major spécial révolutionnaire avec un rôle prépondérant, sensible, qui avait une oreille sur tout, qui connaissait tout, qui savait tout sur Marien Ngouabi. Donc, voilà pour moi, résumé, les clés de l'assassinat de Marien Ngouabi. Mais bien entendu, Massamba Deba, lorsqu'on le prend, à la conférence nationale, c'est Ikondi Akala, le docteur Ikondi Akala qui le dit. Il le voit arriver en costume et autres. Et il a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé les corps, les restes. Sinon le corps du président Massamba Deba. Ben pourquoi? Parce que pour certains, Massamba Deba, c'est un témoin gênant. Massamba Deba en vie, il allait dire exactement qu'est-ce qu'ils se sont dit avec Marien Ngouabi. Ou sa femme, qui malheureusement n'a jamais parlé. Et nous sommes de juin
de janvier 78, durant un mois, il y a un procès qu'on va mettre, mais du point de vue analyse, tout était biaisé depuis. Tout était biaisé. Je me rappelle l'arrogance, les invectives dont était, comment le dire, coutumier ou le procureur de la République, qui était uniquement à charge, alors qu'il n'avait pas de preuves. Donc, les conflits internes entre gens d'une certaine génération, des conflits internes qui remontaient depuis l'arrivée de Mariam Ngouabi au pouvoir pour soi-disant être un révolutionnaire ou un militaire progressiste, alors que Samba Diankoumbi était dans la première ceinture des syndicalistes qui avaient réussi à faire aboutir ou à faire accomplir ce qu'on appelle les 13, 14, 15 août 1963. Donc, des conflits internes qui remontent donc à cette période-là viennent refaire surface. Et ça vous vient à la boulée où, en face de vous, comme en tant que jeune, vous ne savez pas à quel sens se vouer. Mais c'est ici avec le recul que je voudrais rendre hommage à un ami devenu un frère de sang qui m'a accompagné. Il habitait au plateau de 15 ans et il habitait dans la rue Lampokou au numéro 492. Sa présence m'a été de beaucoup pour ne pas abandonner le chemin de l'école. Donc voilà, un mois durant, on vient manigancer et du 7 janvier, certes, c'était un procès qui était, les dés étaient déjà pipés, les jeux étaient biaisés et tout était à charge, comme ce que vous voyez au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas de présomption d'innocence. On fait comprendre que c'est vous et c'est vous. C'est encore de ma génération que nous étions en Ganguédois. On se rappellera de cette boutade. Toujours vous. Les identités remarquables. Je suis dans ma 17e année d'existence. Entre adolescence, un papa qu'on accuse et les études, une maman qui est désœuvrée parce que son soutien, son premier soutien, je dis à ceux qui ont leur mère, adulez-les. Les Congolaises de cette génération-là, elles ne sont pas nombreuses. Et il y a deux personnes qu'on n'a jamais écoutées. Madame Massama Deba, qui était là, lors de l'audience, et Céline Ngouabi, qui était à l'état-major le 18 mars. Comme par hasard, ces deux femmes, jamais personne ne les a écoutées. Même au procès, on ne les a pas écoutées. Mais dites-moi bien, qui veut que on n'écouta jamais ces femmes-là? Ces deux personnages. Je ne sais pas si Madame Massama Deba vit encore, mais Madame Mariam Ngouabi, le commandant Mariam Ngouabi est encore en vie. Je n'ai jamais entendu parler
Je n'ai jamais entendu les aveux, sinon les témoignages de cette dame. Donc, Massamba Deba n'est que la conséquence il faut occulter la mort du président Maria Ngouabi. Parce qu'à l'âge où elle a supporté cette tribulation, et voilà, le verdict va tomber. Condamné à la peine capitale. Ils étaient 50 accusés dans ce procès des mois de janvier-février 78. 50. Dont un était par coutumance. Parce que avoir été ministre de l'Intérieur de la présidence Alphonse Massamba Deba, ministre de l'Intérieur. Donc pratiquement, c'est le poste régalien. On ne le donne pas chez n'importe qui. Mais ce dernier s'était retrouvé, après la chute du président Massamba Deba, il s'est retrouvé à l'enseignement, et de l'enseignement, il était devenu inspecteur. Et il était venu en formation ou en visite officielle en France, pendant que le président Maria Ngouabi était assassiné. Les gens le croyaient à Brazzaville. Et c'était le 11e. Les 11. 1. Misélé Germain. 2. Ndudigonga Jean-Pierre. 3. Konza Daniel. 4. Samba Diankumbi Dominique. Kouba Albert. Kyongila Sissoulou Simon. Kikuba Etienne. Et ce sont des gens, jeunes enfants, jeunes ados, avec lesquels je jouais. Donc on était venu prendre la base d'infection paternelle sur laquelle j'étais en train d'évoluer. Donc voilà, et nous sommes le lundi 6 février 1978 que tombe le verdict. Je me rappellerai toujours. Je me rappellerai toujours. À l'époque, on allait au collège par vague. Une semaine, vous étiez du matin, l'autre semaine, vous étiez de l'après-midi. Et nous attendions. Nous nous attendions au verdict. Mais comme c'était le matin que le verdict avait été donné, et ce lundi-là, j'étais de la matinée. Je sortais de ceux qui ont fait un gang Édouard. Notre bâtiment était le dernier. Et le collège était entouré. Il y avait un grand portail. Pourtant, il y avait un grand portail. Quand je sortais du portail, c'est aussi le moment de dire merci à un autre. Je crois qui verra ce document, il s'appelait Mbiene, lui. Un franchien de plateau de 15 ans, dès qu'il m'a vu, il est venu me dire, frérot, sois fort. Mais je n'avais pas percuté, parce que il y avait rien qui pouvait prétendre
à ce que je sache que mon père que je connaissais, jovial, responsable, patriote, aimant la vie, qu'il ait complété pour devenir un assassin. On pouvait s'attendre que c'est quelqu'un qui est brigand, qui manque qui est détrocelé. Mais quand une nouvelle comme ça est tombée, et je vous rappelle, c'était un lundi, mais ce qui est écœurant, c'est ce qui va se passer ce lundi soir. C'est ce qui est écœurant. Maintenant, le cardinal. Le cardinal, c'est plus grave. Le cardinal, c'est plus grave parce que le cardinal vise double objectif. Le premier objectif, c'est essayer de divertir, d'orienter autrement les véritables commanditaires ou exécuteurs de la mort de Mariam Ngouabi. C'est-à-dire mettre sur la tête d'une communauté, la communauté Congo-Lari, la responsabilité de la mort de Mariam Ngouabi. Et donner quand même un message aux parents de Mariam Ngouabi. Parce que je vous l'ai dit, ce sont les parents de Mariam Ngouabi qui ont assassiné le pauvre cardinal. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit que Mariam Ngouabi avait, le cardinal est venu enlever les pouvoirs mystiques de Mariam Ngouabi. Et vous l'avez dit tantôt, en 77, c'était quoi? Mais Mariam Ngouabi, pour nous, était invisible, hein. Il était anti-balle, madame. Mariam Ngouabi, moi, quand j'étais adolescent, on disait anti-balle. Ce qui fait que jusqu'à 18 h, lorsque les informations circulaient que Mariam Ngouabi est désigné, on dit, mais non, il y a Kokou Faté, vu à anti-balle. C'est ce qu'on disait dans les quartiers. Et donc, on a dit aux parents de Mariam Ngouabi que c'est le cardinal qui est venu vous enlever les fameux, les fétiches. Raison pour laquelle il a été assassiné. On nous fait comprendre que non, les avocats de la cour doivent rencontrer le premier magistrat de la République, qui est le général Joachim Yombi Opango, pour aller plaider la cause. Nous avions attendu la soirée parce que les avocats étaient passés. Le général Yombi les avait reçus durant l'après-midi, et le soir, avant le journal de 20 h, nous attendions que ce président puisse parler. Oh, chers amis, cher peuple congolais, quel couperet avons-nous reçu? Quel couperet, quel tronc, comment qualifier ça? Ce discours, je l'entends encore au jour d'aujourd'hui. Parce que des phrases du genre que le président, c'était un procès équitable, que tout le monde a suivi, comment des érudits, des gens qui se disaient sortis des écoles militaires, des officiers supérieurs, vous envoyez à la potence des gens, alors que vous êtes conscient que la raison pour laquelle vous les envoyez, ils sont innocents. Parce que, quand et après, nous venons apprendre que le camarade Mariam Ngouabi était non pas mort dans l'enceinte de l'état-major, semble être mort dehors de l'état-major. Il n'est pas mort à l'issue des coups de feu tirés. Ce vendredi-là, il y avait eu, sous un soleil torride, il y avait eu un coup de vent terrible, quelque chose pour dire non, que quelque chose de grave est arrivé. Ce discours tranchant, je dis bien tranchant, j'aimerais le dire au jour d'aujourd'hui, j'ai pas voulu le republier. Parce que
ça risquait d'attiser la haine, le mépris. On dirait que le peuple congolais avait trop pardonné. Et que les contre-révolutionnaires, figurez-vous, on traite M. Samba Diankoumbi de contre-révolutionnaire. Alors qu'en août 63, avec Ndudi Ganga, ils étaient la ceinture de Julien Boukambu et de Tole Ganga Abel. On vient les appeler des contre-révolutionnaires. Et que pour le président, cette situation voulait simplement dire que le peuple congolais avait trop pardonné. Cependant, les contre-révolutionnaires le considéraient comme une expression de lâcheté, ce qui fait que les sanctions, les peines vont être exécutées sans regret. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué le pauvre cardinal. En tuant le pauvre cardinal, les mêmes ont été tués par les commanditaires de Marien Ngouabi. Mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement le triple assassinat, mais il y a eu quoi? Il y a eu cette problématique qui nous suit jusqu'aujourd'hui. Congo, Babomi, Marien. Mais je tiens à souligner que ça n'a jamais été de manière officielle. Je y reviendrai certainement. On n'a jamais dit dans les ondes de la radio comme je le lis apparaît. Non, 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 non. J'avais 13 ans, mais jamais dans les ondes de la radio on a dit non, 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 non. C'était les femmes qui dansaient, sous la veine de France mais le pouvoir avait intérêt à dire comme ça. Mais le pire, on parle seulement des Congolari. Mais les Tékés ont été pris pour cible. D'ailleurs, la fameuse phrase de Coco, pendant le procès, des 11 qu'on a tués, des 11 innocents, Coco avait dit à l'époque, même les Batékés veulent prendre le pouvoir. Parce qu'il y a eu beaucoup de Tékés qui ont été assassinés, qui sont passés au petit matin, soi-disant parce que c'est Antchou qui était en complicité avec les Taranganja et les autres pour tuer Marien Ngouabi. Donc, il y a eu deux communautés qui ont été ciblées par les commanditaires et les exécutants de la mort de Marien Ngouabi. C'est-à-dire les Congolari et les Tékis. Donc, vous voyez là, triple assassinat. Mais on oublie souvent un autre acteur, Kimbwala Kaya, qui lui a été assassiné, si c'est pas le 18, c'est je crois le 19, abattu devant sa famille. Le capitaine Kimbwala Kaya, qui est de la partie il est de la Bouenza, je pense. Kimbwala Kaya est de la Bouenza. Mais Kimbwala Kaya, comme je vous disais tantôt, il faut repartir en 63 pour comprendre pourquoi Kimbwala Kaya est assassiné. En 77, pourquoi? Parce que il était en marche, mais c'était des gens c'était des officiers de la gauche. Et donc, les gens qui ont assassiné Marien Ngouabi se disaient, une fois qu'on va prendre le pouvoir, on va se retrouver en face les Kimbwala Kaya qui nous ont déjà contesté notre leadership à l'époque. Savait-il qu'un jour qui tomberait lui-même, c'est le 7 février au matin, qui sont allés les exécuter. Encore plus que difficile. On vous interdit de faire la veillée. Plus que difficile. Mais c'est des années après qu'on m'a demandé à prendre le dessus. Car pourtant, quand je leur raconte cette scène, aujourd'hui, ça fait pratiquement 47 ans. Non, 45 ans. Ça n'a pas changé.
Mais responsable que je suis, faut prendre de la hauteur. Et c'est pour ça que ce combat, pour retrouver l'identité congolaise, pour retrouver ce Congo que nous avons connu, où il faisait bon vivre. Mais malheureusement, est-ce que les enfants que vous représentez, les jeunes, ceux qui sont dans la vingtaine, ceux qui sont dans la trentaine, ceux qui sont dans la quarantaine, comprendraient-ils la dimension qui était la nôtre? Parce que je me refuse de parler de moi. Les papas étaient 10. Il faut porter ce fardeau jusqu'à la fin des temps. Je tiens encore à dire une chose. Celui qui prononçait et qui rendait public les petits matins, c'était qui? C'est le général aujourd'hui, général Florent Tiba. C'est l'histoire, hein. C'est pas que ma fille m'est entrée. Non, 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 c'est l'histoire. Parce que j'en fais un sacerdoce. Cette histoire de contentieux historique. C'est Tiba Florent. À l'époque, directeur de cabinet, directeur de cabinet de M. Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui prononçait les petits matins. Donc, vous reviendrez toujours sur cette espèce de réceptacle, hein. L'état-major spécial révolutionnaire, le patron des services et de la défense. Et après, on pourra voir les complicités dans d'autres structures de l'État. Sur la toile, j'ai mis son allocution, son passage à la barre. Et à la dernière, vers la fin, quand on lui a demandé, Monsieur Samba Diankoumbi, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Il a dit, je n'ai rien à ajouter, Monsieur le Président. Mais, j'ai fait le tour de ma conscience. Je ne me reproche de rien. J'ose croire. Je fais confiance en la Cour. J'ose croire. L'histoire me donnera raison un jour. Donc, il est parti conscient de son innocence. Et l'exécution, dans le cadre politique, il faut la considérer comme la marche de l'ascension vers la majesté suprême de celui qui, au jour d'aujourd'hui, tient encore les manettes de la République, de l'homme et le système qu'il a créé. Donc je dirais, c'est le système PCT, conscient de la nature d'intellectuels, parce qu'ils n'étaient pas nombreux les cadres. Hein. À l'époque, les cadres n'étaient pas nombreux. Donc il y a de la jalousie, il y a de la haine. Mais là, le cœur de l'assassinat, du triple, du quadruple assassinat, moi je pense que c'est parmi les acteurs de l'état-major spécial révolutionnaire pour un certain nombre de raisons dont je viens d'évoquer tout à l'heure, les intrigues, l'ethnocentrisme qui avançait et surtout la capacité du président Marien Ngouabi de se remettre en cause. Je pense que c'est ça qui l'a amené à la fin de sa vie de manière aussi dramatique. Il a voulu un moment se remettre en cause et se dire il y a possibilité de revoir les choses autrement. Et ceux qui savaient qu'ils devaient être les victimes de la fameuse révolution parce qu'ils étaient, comme lui-même les appelait, les tortues à double carapace, c'est-à-dire des hommes de gauche, mais c'était pas des hommes de gauche, ils savaient qu'ils devaient être les victimes parce qu'ils n'étaient pas là par méritocratie, mais non, ils étaient là par clientélisme, par intrigue, parce qu'ils ont passé le temps
à faire des fiches contre les autres pour les écarter du système. Et Ngouabi seul, ils ont neutralisé. Il fallait tout faire pour écarter ceux qui pouvaient contraindre ce monsieur à démissionner. Parce que le Congo, la crise, n'oubliez pas qu'en 77, déjà, il y avait la non-application de la Constitution à l'époque. Donc, il y a eu un coup de tête de palais. Mais ça, pour savoir démêler du vrai et du faux, des intrigues et des enjeux, je suis pas un bon chanteur, mais je suis un bon vivant, les gars. Il y a une chanson qu'on aime écouter, que j'ai fait encore entre-temps. J'ose croire que mes anciens, comme celui que j'ai rencontré, qui m'a beaucoup appris, encadré sur la place de Paris, Makambo mibele boyu mokili mobimba ya liboso se likambo ya falanka ya mibale likambo ya basi soki bana mibali balingani lokola bakufa unité na bango ekoki kokabona soki mwasi akoti na kati na bango na likambo ya falanka nakanisi bino moko boyebi na ebite soki boko dute na makambo mangai na kanisi peteo. Voilà. Celui physiquement qui est monté dans la chair, qui faisait la joie de son grand frère et qui lui a donné à une fille qui, 2 années après, il s'est permis aux yeux et au su de tout le monde de ramener sa fille biologique dans la mairie pour le célébrer le mariage. Bon, vous savez, choquer, c'est pas le mot. Ce qui me choque, je connais un peu la famille Ngouabi, Marie Ngouabi et les enfants. Ce qui me choque, c'est l'état, l'avenir des enfants Ngouabi. Ce que je dis là, c'est des questions intimes, privées. Mais je connais quelques-unes des enfants Ngouabi, des filles Ngouabi. Je me pose toujours la question de savoir pourquoi il n'y a pas un seul enfant marié Ngouabi à occuper des fonctions dans ce pays-là. Pourquoi les enfants Ngouabi, la fille, garçon, sont dans une espèce de désespérance, comment je peux dire ça? Passez-moi le terme, dépravation. Pourquoi? Et cette image, oui, je me pose la question. Il paraît que le président Sassou était le digne continuateur de l'œuvre de l'immortel Marie Ngouabi. Voyez-vous, l'image où M. Denis Sassou Nguesso accompagne la fille du président Marie Ngouabi avec sa femme à côté, la femme du commandant Marie Ngouabi à côté pour son mariage, elle n'est que la conséquence du regard que M. Denis Sassou Nguesso a de Ngouabi. Ce qu'il fait de la mort de Ngouabi. Parce que celui qui a fait Ngouabi, celui qui a fait Denis Sassou Nguesso, je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça, c'est l'histoire. C'est Ngouabi, là. C'est pas une autre personne, c'est Ngouabi, là. Mais lorsque je vois comment on le traite le 18 mars, lorsqu'on a fait oublier quasiment de l'histoire du Congo-Brazzaville, lorsque la commémoration de ce décès est reléguée au second plan, lui-même, je crois, Denis Sassou Nguesso n'a jamais mis pied pour aller commémorer la mort de Marie Ngouabi, je sais pas depuis combien d'années. Ben, ça prouve à suffisance que il y a anguille sous roche. Et comme je vous ai dit tantôt,
les commanditaires, sinon les exécuteurs de la mort de Marien Ngouabi, il faut les trouver dans ce fameux état-major spécial révolutionnaire. Et parmi eux, il peut y avoir un militaire. Il y avait combien de militaires à cette époque-là? Dites-moi. Moi, je pense que les Congolais sont assez intelligents pour le comprendre. Et comme je ne veux pas faire des accusations pour être poursuivi pour diffamation, mais en ma qualité, parce que, madame, si j'ai accepté aujourd'hui de faire cette interview, parce que j'estime que j'ai un âge qui me permet aujourd'hui d'assumer mes responsabilités. Et le Congo ne pourra jamais se construire comme État-nation tant que nous n'avons pas soldé ce contentieux historique, ce triple assassinat qui continue à impacter notre vie, vivre ensemble, tant qu'on ne va pas le solder. Parce que ce contentieux, alors qu'il y a encore des acteurs en vie, ils étouffent la vérité. Et tant qu'on ne suivra pas le registre, on ne sera pas dans le registre de l'Afrique du Sud. Vérité, justice, réconciliation. Moi, Guy Mafimba, acteur politique, j'assume aujourd'hui ma responsabilité de continuer à interpeller les acteurs, de continuer à interpeller les forces vives de la nation pour que les vérités un jour soient établies. Parce qu'en dehors des triples assassinats, il y a eu 11 innocents qui sont passés au petit matin. Pourquoi voulez-vous que moi, parce que je suis du nord du Congo-Brazzaville, parce que je suis du nord du Congo-Brazzaville, de par mes parents, je puisse aujourd'hui être comptable des actes posés par les uns et les autres et qui continuent à nous impacter. Je ne veux pas aussi que ce soit mes enfants, vos enfants, nos enfants. Je suis d'une autre génération. Et voilà l'une des raisons de mon engagement politique. Demain, si j'ai envie, un jour, j'ai la chance de conduire les destinées de ce pays-là, ça sera une situation à traiter, à gérer et à solder. Et je terminerai en disant ceci. Comment pouvez-vous imaginer un seul instant que Massamba Deba n'a pas de sépulture? On ne sait pas où il a été enterré. On ne connaît pas où se trouve. Comment pouvez-vous imaginer un seul instant? J'ai appris que Poabou aussi, en 65, n'a pas de sépulture, madame. Et en disant ceci, je vais vous lire ce que avait le témoignage de Monseigneur Godefroy Émile Poiti, qui a prononcé le message suivant lors des obsèques du cardinal Émile Biayenda. Il disait ceci: notre cher cardinal Émile est entré dans ce cortège de nos héros, témoins de la foi. Ils nous ont montré l'exemple, afin que nous fassions comme eux. Il termine en disant: heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Oui, heureux les persécutés de la justice. Marien Ngouabi est mort parce qu'il a voulu la justice, la paix et l'unité de son pays. Massamba Deba a été tué parce qu'il a voulu la justice, la paix et l'unité de son pays. Le cardinal Biayenda autant. Mais je ne souhaite pas que cette liste s'agrandisse. Mais si un jour je disparaissais pour le combat que je mène là, les contentieux historiques, j'espère que vous vous souviendrez de cette phrase-là. Je serai mort pour la justice, pour l'unité et la paix véritable de mon pays. Parce que ce que je viens de dire tout à l'heure, tout au long de cette émission, je suis sûr que ça va hérisser certains dans leur maison, dans leur villa. De quoi ils se mêlent? Il avait quel âge pour parler de cela? Oui, j'en parle parce que c'est mon pays. Ce pays appartient à tout le monde. Et il n'est pas question qu'on continue comme ça à regarder de loin ceux qui sont partis. Et en se disant ceci, tant que ces contentieux ne seront pas, ce pays est maudit pour de longtemps. Parce que vous ne pouvez, ces âmes-là sont en train de errer. Ces âmes ne sont pas en paix. Parce que on leur a pas
on n'a pas établi encore la vérité. Et voilà pourquoi je suis à ce point fixe sur ces problématiques des contentieux historiques et du sang des Congolais versés depuis trop longtemps et qui continuent à être versés. Voilà, merci. Ceux qui ont assassiné le président Massamba Deba et Mariam Gwabi, ce sont les mêmes qui ont assassiné Massamba Deba et le cardinal, ce sont les mêmes qui ont assassiné Mariam Gwabi. Moto moindo la muka telema peotalai. Getalupe ningeni nguriani ya dingala la kwa. Getalupe ningeni nguriani ya dingala la kwa. Getalupe ningeni nguriani ya dingala la kwa. Ngeti isakata mocheto ngachita bangu ya bantu. Ngeti isakata mocheto ngachita bangu ya bantu. Ngebu waja ya menomu yange wasweka kunsosofula. Ngebu waja ya menomu yange wasweka kunsosofula. Ngebu waja ya menomu yange